Le sport d'aventure, c'est comme... Tu vois, le sport d'aventure, c'est... Enfin, je veux dire, le sport d'aventure, c'est... Enfin, en 1989, le sport d'aventure, c'est... Venez le découvrir lors du premier salon du sport, de l'aventure et du voyage, les 24, 25 et 26 mars prochains au Palais des Congrès de Liège. Luxembourg belge, accueil naturel. Fédération touristique du Luxembourg belge, appelez le 084 411 011 de 9h à 17h. Luxembourg belge, c'est naturel. Créer ou développer votre entreprise, nous vous assistons gratuitement au centre de service de Charleroi, 32 04 74. Dad! Keep this place clean! Pardon me? Because you wouldn't pass the initiation. Un voyou au cœur tendre, Prince, alias le Kid, et une chanteuse super sexy, Apollonia, s'aiment dans un délire de moto et de musique funk et rock. You gonna get married? I don't know. Never get married. Purple Rain, en première télévisée sur Télé 21, à voir le 21 mars à 20h05. Avec la collaboration de Coca-Cola. Je voudrais revenir un instant au film que nous avons vu ce soir. C'était Les Comédiens de Peter Glenville, film tiré du roman de Graham Greene. Je voudrais aussi revenir sur le fait que vous avez été nombreux à nous appeler en demandant quand l'écran témoin de ce soir serait reprogrammé. Vous devez imaginer que pour préparer un écran témoin, c'est pas une chose simple, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Il faut prendre les contacts longtemps à l'avance pour être sûr d'avoir les invités sur le plateau. Donc je ne peux pas vous dire quand Edmond Blatchen resituera ce débat, mais j'imagine que ce sera chose faite d'ici quelques semaines. De toute manière, vous serez informés par voie de presse. Et ainsi donc, la soirée s'achève tout doucement. Il nous reste les dernières informations de la soirée. Et puis après, nous aurons une tribune économique et sociale occupée par la FGTB. Mais je vous laisse en compagnie de René Thierry pour ces dernières informations de la soirée. Budget pour l'État juste en dessous de la barre fixée pour le déficit. Un partage surveillé de la publicité commerciale entre la RTBF et RTL. Un travail pas toujours commode, comprendre le discours des hommes politiques. Une journée mondiale de la poésie pour les enfants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On pourrait paraphraser une formule célèbre en disant « Si tous les enfants du monde voulaient se donner la plume, cela ferait une chaîne qui correspondrait assez à l'objectif de la journée mondiale Poésie Enfance. C'est une initiative partie de Belgique il y a plus de 10 ans déjà et dont nous accueillons, je devrais dire dont nous accueillerons ce soir la présidente Moussia Holo parce qu'elle est en train de nous rejoindre mais elle n'est pas encore avec nous. L'idée générale, elle nous en parlera plus en détail tout à l'heure et oui, elle va s'asseoir sur cette chaise, ce sera chose faite parce que je l'aperçois je crois dans le fond du studio. L'idée générale est de donner aux enfants du monde des thèmes de réflexion à l'occasion d'une grande fête de la poésie qui est organisée tous les 21 mars. Les thèmes des années précédentes sont très évocateurs, j'en cite quelques-uns. Moi,
et l'autre, des mots pour chasser la guerre, le monde est notre maison. L'an dernier, l'opération se plaçait sous le signe du canard joyeux. Ce sera également le thème de la journée du 21 mars 1990, et Moussia Oulon nous dira sans doute pourquoi on a sauté, en quelque sorte, l'année 1989. C'est également de mots moins poétiques sans doute que nous parlera Philippe Toussaint. Nous connaissons bien Philippe Toussaint comme chroniqueur judiciaire, entre autres à la RTBF, radio, ainsi que comme directeur du journal des procès. En habitué des prétoires, il sait ce que c'est qu'un effet oratoire, et c'est sans doute ce qui l'a amené à se pencher sur le langage et les discours des hommes politiques. Cela à l'occasion d'une conférence débat qu'il animera demain soir. Exemples à l'appui. Une expérience intéressante, une sorte d'opération de décryptage dont il nous donnera tout à l'heure un bref aperçu et que nous illustrerons également de quelques exemples. Il a été beaucoup question d'argent au cours du week-end. Dans plusieurs réunions et assemblées, on a jonglé avec les milliards et notamment ceux du budget de l'État. C'est-à-dire en fait ce budget étant en fait celui de l'ensemble des citoyens. Un budget qui est traditionnellement en déficit et dont on essaye non moins traditionnellement de réduire le dit déficit. C'était un des objectifs essentiels de la déclaration gouvernementale de Martin Sweet, du précédent aussi d'ailleurs, à savoir de limiter le déficit prévisible à un peu moins de 7% du produit national brut. Ce sera effectivement un peu moins, un peu comme les chaussures à 5 000 francs qui sont affichées à 4 999. Les mesures que je viens de décrire devront donc permettre de ramener le solde net à financer pour cette année en dessous de l'objectif de 7%. En dessous de 7%, c'est-à-dire 6,9%, solution qui apparemment satisfait tout le monde dans le gouvernement. 6,9, cela représente 14,4 milliards à trouver pour maintenir le cap budgétaire. Des milliards qu'on a trouvés un peu partout, finances, communication, défense nationale, pensions, emploi, etc. Opération sans douleur, semble-t-il, et les ministres en ont profité pour établir le canevas 1990. Le gouvernement s'est mis d'accord sur un chiffre un tout petit peu en dessous de 7%. Vous auriez souhaité aller beaucoup plus loin, alors finalement vous êtes le grand battu de ce conclave. C'est-à-dire un ministre du budget doit évidemment partir d'options maximales. Si lui ne le fait pas, qui le fera? Il y a un proverbe en flamand qui dit qu'il faut miser haut pour arriver au but. Donc j'ai misé en effet plus haut et je ne vous cache pas que personnellement j'aurais préféré faire encore un peu plus, mais comme en politique chaque décision est, je dirais, un équilibre entre diverses tendances et que c'est un travail d'équipe, je trouve que le résultat final est satisfaisant. Encore les milliards, mais qui concernent cette fois l'audiovisuel. Finalement, comme on s'y attendait, la RTBF et RTL TVI ont fait front devant la menace commune que représentent, dans l'optique du marché unique de 1993, les chaînes privées étrangères très intéressées par le gâteau publicitaire des ondes belges. Et ils sont tombés d'accord, donc ces deux organisations de télévision francophones sont tombées d'accord pour se partager les recettes de la publicité commerciale. Laquelle publicité sera donc autorisée officiellement cette fois sur nos antennes. Cela selon des modalités bien précises et une répartition. Environ 1/5 pour la RTBF, 4/5 pour RTL TVI. Ceci pourrait faire penser à la fameuse recette du pâté d'alouette. Un cheval, une alouette, moitié-moitié. Mais il ne faut pas oublier que la chaîne publique, c'est-à-dire nous, continuera à bénéficier d'une partie de la redevance télévision. Les modalités d'application seront également soigneusement précisées, comme l'a rappelé tout à l'heure le président du conseil d'administration de la RTBF, Marc Van Kempenhout, qui avait à ses côtés le président de TVI, Jean-Pierre Delaunoy. Il y aura à la RTBF des limitations de publicité. Elle doit rester un service public, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas avoir, et c'est prévu par l'accord, plus de 25% de recettes de type publicitaire sur l'ensemble de ses recettes. Ceci pour qu'elle reste une référence et qu'elle ne soit pas entièrement liée à l'audience. Les négociateurs de RTL TVI et de la RTBF étant d'accord, c'est maintenant à l'exécutif de la communauté française de jouer. Actuellement, c'est vrai, comme vous le dites, c'est à l'exécutif à jouer et nous avons décidé cet après-midi 3 choses. Une première, c'est de présenter rapidement un avant-projet de décret
qui va donc modifier la loi nationale en matière de publicité commerciale, qui donnait le monopole à une seule chaîne actuellement. Donc il faut une modification qui permette aussi à la RTBF d'accueillir de la publicité commerciale. Deuxième décision que nous avons prise, c'est de préparer un cahier de charges qui serait imposé à la RTBF pour l'utilisation de ces moyens supplémentaires dont elle va bénéficier. Et en troisième lieu, j'ai été chargé de prendre contact rapidement avec la presse pour hebdomadaire comme la presse quotidienne pour établir donc une concertation avec elle, puisqu'il y a quand même une liaison assez directe, me semble-t-il, entre l'accord intervenu et les problèmes, disons, d'aide à la presse. Malgré tous ces accords budgétaires, il reste pas mal de gens, notamment dans les services publics, qui estiment que leur budget à eux est encore singulièrement réduit et étriqué. Ainsi en est-il, entre autres, des éboueurs de l'agglomération bruxelloise. Dans certaines communes de Bruxelles, les poubelles sont sur les trottoirs depuis 2 semaines quasiment. Elles y sont restées aujourd'hui et le resteront encore, car les manifestations de mécontentement des éboueurs quant à leur salaire et leurs conditions de travail ne sont pas terminées. Les ramassages continueront à s'effectuer de manière sporadique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque l'épilogue pour une des plus longues affaires judiciaires de l'actualité belge récente. Après plus de 5 mois de procès et 82 audiences, les débats se sont achevés aujourd'hui dans l'affaire du drame du Heysel en 1985. Ces dernières semaines, les avocats de la défense se sont succédés à la barre pour demander l'acquittement de leurs clients respectifs. Aujourd'hui, c'était le jour des répliques, les dernières, car dès demain, le président Verlinden va se retirer avec ses assesseurs pour préparer le jugement, un jugement qu'on attend évidemment avec impatience, car il fera date et jurisprudence. Il devrait être rendu fin avril. Il y avait encore beaucoup de curieux et de journalistes aujourd'hui dans les couloirs du Conseil communal de Bruxelles. On y remarquait en effet le retour de celui qui a tenu la une de l'actualité pendant plusieurs semaines pour des raisons dont il se serait vraisemblablement bien passé, en l'occurrence Paul van den Boeynants. On a évidemment demandé à l'ancien Premier ministre si ses derniers succès médiatiques ne laissaient pas prévoir un retour à la vie politique à l'occasion des élections régionales. Monsieur le ministre, vous êtes content de rentrer? Je ne pars plus maintenant. Monsieur le ministre. Alors, dis-moi, quelle nouvelle ça va? Est-ce que vous êtes candidat pour les élections, finalement? Je répondrai à ça après avoir vu M. Jonard, que je n'ai pas pu voir pendant le week-end. C'est quand, alors? On verra ça dans 48 heures. L'actualité internationale est marquée, entre autres, aujourd'hui par les élections qui se sont déroulées au Salvador, en Amérique centrale. On devrait plutôt parler de tentative d'élection, car la guérilla d'extrême gauche avait préconisé l'abstention, une abstention qui aura été, hélas, définitive pour les quelques dizaines de victimes des combats qui ont opposé les guérilleros et l'armée régulière. 38 morts, 42 blessés. C'est le bilan officiel de la journée électorale au Salvador qui s'est déroulée sur fond de guerre civile entre l'armée et les guérilleros. Parmi les morts, 3 journalistes, 2 salvadoriens et hollandais, le caméraman d'une équipe de télévision. Le dépouillement s'est déroulé sous stricte surveillance militaire, le scrutin s'étant ouvert dans la matinée avec une série d'attaques coordonnées de la guérilla visant plus de 10 localités, dont la banlieue immédiate de la capitale. Les résultats préliminaires donnent la victoire dès le premier tour à l'Arena, l'extrême droite, avec plus de 50% des voix. L'extrême gauche se réclame des quelques 40% d'abstention et les modérés démocrates chrétiens, protégés des États-Unis, ne recueilleraient que 30%. Le futur président probable s'appelle donc Alfredo Cristiani, extrême droite, propriétaire terrien, millionnaire et président de l'Arena, dont les liens avec les sinistres escadrons de la mort ne sont plus un secret. Ses partisans sont en fête, mais les lendemains ne chantent pas pour le Salvador. Avec l'arrivée probable de l'extrême droite au sommet du pouvoir, les perspectives de paix civile ou de négociation paraissent plus éloignées que jamais. L'actuel président démocrate chrétien Napoléon Duarte, qui doit quitter le pouvoir le 1er juin, aura raté son pari. Oui, et l'opposant de M. Cristiani, Fidel Chavez Mena, qui était le candidat du Parti démocrate chrétien à cette élection présidentielle, a reconnu ce soir la victoire de M. Cristiani, donc de son adversaire d'extrême droite de l'Alliance Arena.
Encore la violence en Irlande du Nord. 2 responsables de la police royale d'Ulster, la Royal Ulster Constabulary, ont été tués aujourd'hui par des terroristes qui n'ont pas été identifiés, mais qui appartiennent vraisemblablement à l'IRA. Violence également, une fois de plus, au Liban, où le sud du pays a été l'objet d'une nouvelle attaque israélienne d'envergure. Oui, petit problème de démarrage de cassette là qui va sans doute être résolu, l'affaire de quelques secondes, ces images de l'attaque israélienne sur le sud Liban. À moins que. C'est parti. La vallée de la Beka au Liban du Sud, après le passage de l'aviation israélienne. Un raid qui a fait au moins 15 morts. Les bombardiers de l'État hébreu ont visé des positions palestiniennes, plus précisément une base de l'organisation d'Ahmad Jibril. Au moins 15 morts donc et une trentaine de blessés. C'est la 4e incursion israélienne au Liban du Sud depuis le début de l'année. Enfin, les hasards de l'information nous ont fourni aujourd'hui 2 images dont le rapprochement est significatif. Alors que s'ouvrait aujourd'hui à Bâle, en Suisse, une conférence internationale sur les déchets toxiques. Une conférence dont, il faut bien le dire, le site est bien choisi, si on peut dire, puisque c'est là qu'ont eu lieu récemment des déversements d'usines chimiques et pharmaceutiques qui ont gravement endommagé la faune et la flore du Rhin. Dans la Manche, à proximité des îles anglo-normandes, des bateaux cherchent toujours, des bateaux et des avions, cherchent toujours à retrouver la trace d'un conteneur, un conteneur disparu quelque part en mer à la suite d'un naufrage et qui recèle dans ses flancs 5 tonnes de lindane, un insecticide particulièrement toxique. On cherche toujours. Nous en avons terminé avec la revue des images et de l'actualité d'aujourd'hui et nous allons en venir maintenant à nos invités. Je vous disais que nous allons accueillir Moussia Oulo qui est la présidente de la journée mondiale Poésie Enfance. Elle s'était fait un petit peu désirer aujourd'hui, mais je peux vous dire pourquoi maintenant. C'est que comme je le lui avais demandé, elle s'est fait accompagner par un invité qui vient tout exprès pour présenter la conférence de presse de demain qui annoncera et qui parlera en détail de cette journée Poésie Enfance. Vous avez reconnu Peter Ustinov et vous avez eu d'autant moins de mal à le reconnaître que si vous avez suivi notre soirée sur RTBF1, vous l'avez vu dans le film Les Comédiens, ce qui est évidemment dû au hasard de la programmation et même à un double hasard. Je peux vous le dire, c'est à cause d'une grève, enfin on a expliqué ça en détail aux téléspectateurs, qu'on a vu ce film qui n'était pas prévu. Mais on a maintenant Peter Ustinov en chair et en os sur le plateau. Oui, comme j'ai giflé Elizabeth Taylor il y a 2 heures, maintenant je suis très gentil avec Madame Oulo. Oui, c'est vrai que vous n'étiez pas très gentil avec Elizabeth Taylor. Elle était atroce avec moi. Bien alors. Tout ça il y a très longtemps. Peter Ustinov, on vous a vu beaucoup, vous êtes un homme qui voyageait beaucoup. D'ailleurs, on est allé vous cueillir à la descente de l'avion de Londres, on vous a vu à Paris il y a 10 jours pour les Césars, et puis maintenant... J'étais à Genève ce matin. Oui, à Genève ce matin. Oui, je suis allé à Londres pour Greenpeace. Alors, toute ma journée est dédiée à des choses intéressantes. Alors, vous avez été peut-être frappé par ce sujet que nous venons de voir sur les déversements de produits toxiques. Absolument, oui, on a discuté ça. Et c'est très intéressant qu'à Brest, hier, dans les élections françaises, il y a 25% du vote est vert. Oui. Après le déversement sur leur côte de toutes sortes de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu le Torrey Canyon, ils sont quand même sensibilisés. Absolument, oui. Alors, vous êtes aussi très intéressé par tout ce qui concerne les enfants. Plus qu'intéressé, puisque vous avez été, ou vous êtes encore un ambassadeur itinérant de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Et c'est, je pense, à ce titre que Moussia Oulo vous a demandé de venir présenter la journée mondiale Poésie Enfance. Alors peut-être qu'avant qu'elle nous dise comment ça va se passer, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette idée d'associer des enfants à la poésie et à la paix. Je pense que tout est très important qui stimule l'imagination des enfants. J'étais en Chine pour l'UNICEF et pendant des siècles, ils ont eu une façon de peindre qui était bien à eux. On reconnaît immédiatement une chose chinoise, on ne connaît pas le peintre. Alors c'était très formalisé. Maintenant, les Chinois commencent à détruire ce système pour donner plus libre
court aux imaginations des enfants. Et je pense que c'est très intéressant si une civilisation aussi vénérable que ça change ses idées après des milliers de siècles et pour la première fois encourage les enfants de ne pas faire comme ça pour un arbre, mais faire ce qu'ils veulent pour faire un arbre. Et je pense que c'est très important aussi. La poésie, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne... Tout qui pousse la frontière de la pensée, qui donne confiance aux enfants. Mais naturellement, il ne faut pas tomber dans des pièges que j'ai vus à UNICEF un jour avec la peinture, où il y avait un garçon qui était tellement doué que les jurys, et j'étais membre, mais en minorité, ont décidé qu'il était trop doué pour lui accorder le premier prix, parce qu'il c'était un génie, tout simplement. Il a gagné le second prix. Il n'était pas, autrement dit, assez enfantin pour plaire à l'œil adulte. Alors peut-être qu'avec la poésie, on n'arrivera pas à cet écueil, et peut-être que Moussiaolo, qui est à la fois responsable de cette journée mondiale poésie enfance et qui est aussi présidente ou qui s'occupe de la Maison internationale de la poésie avec son mari Arthur Rouleau, va nous dire d'où est partie cette idée, pourquoi, comment. Ah bon, mais c'est-à-dire qu'en 70, nous étions en... Eh bien écoutez, c'est très simple. En 70, nous étions en Hongrie. Mon mari présidait un congrès là-bas, donc Arthur Rouleau présidait un congrès, et on m'a demandé ce que je voulais faire. Alors bon, moi j'adore la musique, j'ai dit écoutez, je voudrais voir vos conservatoires, il paraît que vous formez des voix magnifiques et tout. Ils m'ont dit non, c'est le printemps, c'est la période des examens, mais on peut par contre vous montrer des enfants qui pratiquent la méthode Kodály. Et on m'a emmené voir la méthode Kodály, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire de voir ce que les enfants font dans la musique, et immédiatement je me suis dit mais il faut faire la même chose en poésie. Alors j'en ai parlé à mon mari tout de suite et il m'a dit très logiquement, il dit mais c'est pas possible parce que la musique c'est universel comme langage, tandis que le poème demande une langue spécifique. N'empêche que ça s'est très bien arrangé et qu'en 72, on a fait une biennale internationale de poésie à Knox sur le thème la poésie et l'enfant, présidée par Léopold Sédar Senghor. Et en 76, nous avons décidé de créer une journée mondiale pour la poésie et l'enfance, parce que des quatre coins du monde, les gens venaient nous apporter leur expérience, comment ils donnaient le mot à l'enfant. Et j'ai trouvé ça tellement fabuleux, je me dis mais il faut réunir tous ces efforts. Au lieu de se rencontrer une fois tous les 2 ans, de dire tout ce qu'on a fait, maintenant, on va tous se réunir parce que finalement, on est très nombreux dans le monde à vouloir apporter le mot à l'enfant. Bien, faisons-le ensemble. Et c'est comme ça qu'est née la Journée mondiale poésie enfance. Et avant de continuer, je voudrais dire une chose. Je n'ai pas encore eu l'occasion de remercier M. Ostinov d'être là. En fait, il y a des années que je désire l'avoir près de nous pour poésie enfance. Et il nous fait ce merveilleux plaisir et ce très grand honneur de présider notre conférence de presse demain. Et voilà, et en avant-première, il est avec nous ce soir. À peine a-t-il posé le pied sur le sol belge. Exactement. Il n'a pas embrassé comme le pape, mais enfin, moralement, je crois que c'est un peu ça. Je l'ai embrassé en 2 langues. Ah, très bien. Ouais. Je n'en doute pas. Et même en 3. Alors, j'ai rappelé les thèmes des journées mondiales précédentes. Ça tourne toujours, évidemment, autour de la paix, de la compréhension. On est tout de suite, on a tout de suite envie de se dire, bon, ces enfants écrivent des poèmes, ils vous les envoient. Il y a une sorte de grands comités, de grands facteurs mondiaux qui reçoit tout et qui trient. Écoutez, non. C'est-à-dire que nous recevons des poèmes qui viennent des 4 coins du monde. C'est-à-dire que maintenant, il y a 58 pays qui ont déjà participé à cette action. Mais en fait, chaque pays l'organise comme il le désire et dans la mesure de ses possibilités. C'est-à-dire que, bon, nous sensibilisons, nous écrivons, nous voyageons, nous faisons bouger le maximum de choses. Alors nous, en Belgique, d'ailleurs, c'était sous l'impulsion du journal Le Soir, en 80, pour la première fois, nous avons fait un concours belge au niveau de la Journée mondiale poésie enfance. Bon, alors, maintenant je vais vous dire, en fait le concours, j'étais pas tellement pour au départ, parce que je trouvais que la compétition pour l'enfance, ça n'est pas l'idéal. Oui, puis ça pousse un peu les parents à donner un petit coup de main. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la compétition incite les adultes à permettre aux enfants d'y participer. Parce que si vous dites l'enfant va faire un poème, l'adulte dit à quoi ça va servir? Alors que l'enfant, il l'a fait et puis c'est tout. Bon, enfin, maintenant, je voudrais arriver à vous parler de notre thème de cette année-ci. Oui, c'est le canard joyeux. C'est le canard joyeux. Mais c'était déjà celui de l'année dernière. Oui. Bon, mais c'est-à-dire que nous avons, en fait, vous me demandiez comment se passait la chose. Bon, nous avons un jury d'enfants et d'adultes. Belge. Pour le prix belge. Il y a d'autres pays où ça se passe de la même manière.
Bon, parce que je trouve que les enfants doivent être présents. Parce que l'avantage de notre action, c'est une action dont les enfants sont eux les acteurs réels. C'est pas une action où on parle des enfants. Combien de pays? 58 pays. Donc de beaucoup de langues différentes. Ah oui, absolument, absolument. C'est absolument merveilleux d'ailleurs. Hein. Et où est l'échange alors? Ah, l'échange, attendez, l'échange non. Nous poursuivons plusieurs buts. D'abord, donner le mot à l'enfant à travers la poésie. Deuxièmement, créer une vaste action d'éducation populaire, ce qui est réussi d'autant plus que, la preuve, c'est que l'UNICEF nous avait proposé son patronage et a répercuté notre action dans ces agences dans le tiers-monde. Et alors, nous avons le but essentiel, c'est tous les 21 mars, il y a cette journée. Et nous demandons aux adultes qui sont avec des enfants, qu'ils donnent bien conscience aux enfants que ce qu'ils font chez eux, à 10 000, 20 000 kilomètres de là, d'autres enfants font la même chose. Donc c'est créer la conscience de l'autre à travers l'espace. Alors, ce n'est pas tellement la compétition internationale qui compte, c'est ce que l'enfant va ressentir et ce qu'on va lui dire au moment où il va créer quelque chose sur un thème général commun. Alors, vous y prenez un an à l'avance pour organiser donc la journée de dans un an, exactement. Oui, absolument, parce que c'est une journée un peu particulière. Bon, ce canard joyeux, en fait...